Notre alimentation est-elle régulée par l'offre et la demande? Comment la volatilité des cours internationaux détermine-t-elle l'offre alimentaire? Quel est l'impact sur l'industrie alimentaire et au final, quel est l'impact sur nos choix alimentaires? On en parle ici même à la tribune de Sial TV avec nos invités. Mesdames et messieurs, bonjour, rapprochez-vous du micro. Alors à la tribune, honneur aux dames, Christine Barthe, bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la F2EF, FEEF. On a fait connaissance hier, merci pour votre fidélité à nos émissions. Valérie Vuillemeau, bonjour, vous êtes directeur général Dijon Céréales Meunier. Votre témoignage dans quelques instants. À la tribune, Jean-Michel Lemétayer, président de Sopexa, que l'on ne présente pas dans notre industrie. Merci, président, d'avoir accepté de témoigner. Wayne Jones, good morning, welcome to Paris, welcome to the Sial. Wayne Jones, vous êtes directeur de division agroalimentaire et marché à l'OCDE. Please feel free to talk in the language you want. And Alexander Lowe, alors je crois que vous avez choisi de parler français. Vous êtes directeur économie et innovation à l'ANIA, mais je crois qu'on pourrait faire le débat dans les deux langues car vous pratiquez à merveille la langue de Shakespeare et celle de Molière. Alors, notre alimentation est-elle régulée par l'offre et la demande? C'est un débat qui évidemment est au cœur de l'actualité. Qui en profite et qui en fait les frais? C'est évidemment un sujet extrêmement important. Alors, pour commencer nos débats, Christine Barthe, vous représentez les entreprises indépendantes et vous êtes un petit peu au quotidien dans ces rapports, on va dire, parfois de force, parfois également de convivialité, mais en tout cas avec la grande distrie. Alors, votre regard sur le sujet, alimentation, budget, quelle est la situation actuelle? Véritablement, l'alimentation est devenue une variable d'ajustement. On le voit aujourd'hui dans le budget des ménages. Le budget des ménages, c'est 16% de leur budget qui est consacré à l'alimentation. Et malgré grâce à la LME, une forte bataille sur les prix, on voit bien aujourd'hui que avec des prix qui sont plutôt relativement stables malgré la volatilité des matières premières, la déconsommation est plutôt au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en volume, on est flat depuis maintenant plusieurs mois. On gère la pénurie et pas la profusion, clairement. Enfin, ça... Non, et puis effectivement aussi des consommateurs qui sont dans l'arbitrage. Je parlais d'argent, bien entendu. Des consommateurs qui sont... Oui, j'ai vu Jean-Michel Lemétayer réagir. Je parlais bien d'argent, hein, mais on va y revenir. Voilà, la spontanéité, c'est la règle sur ce plateau. Christine Barthe. Donc, des arbitrages forts aussi des consommateurs, arbitrage au travers dans l'offre produit. Je dirais en distinguant deux choses, il y a le quotidien et puis il y a les petits plaisirs et le festif. Et on voit aujourd'hui un consommateur qui est de plus en plus difficile à décrypter dans ses comportements d'achat. On parle d'arbitrage de plus en plus saignant, c'est-à-dire qu'on va vraiment être très très strict sur vraiment beaucoup de consommation, et puis d'un seul coup, effectivement, on se lâche, mais c'est très volatile, c'est un peu ça la tendance. C'est une tendance forte, complétée aussi par le fait qu'il y a la consommation quotidienne, avec peu d'implications, et puis on va vouloir se faire plaisir parce qu'on a des amis à la maison, et là on va acheter des produits différents, une marque différente, et ce décryptage est de plus en plus difficile à la fois à cerner, à identifier et à porter des réponses. Mais on a effectivement un consommateur qui a une offre pléthorique, qui est de plus en plus zapper et qui est multifacette dans son comportement d'achat et de consommation. Zapper, surinformé et arbitre de manière vraiment visible. Peut-être des réactions à ce stade, sinon peut-être pour prolonger, volatilité des matières premières, on en parle aussi peut-être tout de suite pour lancer le débat. J'imagine que ce sera un sujet fort autour de la table. Aujourd'hui, la volatilité des matières premières est extrêmement forte. Si on regarde les entreprises de l'agroalimentaire, c'est plus de 14 points de marge brute qu'elles ont perdu depuis maintenant 10 ans. Il faut véritablement que l'on fasse quelque chose. On identifiera ensemble quelles sont les solutions, mais les solutions sont de tout ordre. Il y a nécessité d'une remise en cause, d'organisation, de mutualisation, de contrats en amont, mais aussi en aval vis-à-vis des clients, trouver des solutions d'aménagement parce que la pérennité, si nous ne faisons rien, cette pérennité est déjà fragile et elle sera fortement remise en cause dans les mois à venir. Jean-Michel Lemétayer, je vous ai vu réagir déjà spontanément et puis je pense que... Simplement pour que ensuite on revienne plus dans le détail sans doute de la consommation, mais une réaction peut-être d'ordre un peu politique pour souligner, puisque j'ai occupé aussi des fonctions à la tête de la FNSEA il y a quelques années et
on a pu mesurer cette importante volatilité. Hein. On connaît une période de cours élevés de matières premières et en particulier végétales. On a connu il n'y a pas très longtemps des cours très bas. Et la remarque à l'échelle mondiale, puisque nous sommes ici au CIAL, dans un salon très international, hein, à l'échelle mondiale, c'est de dire que cette volatilité des matières premières pose d'énormes problèmes. Elle pose des questions d'abord tout simplement dans l'équilibre du fonctionnement des filières agroalimentaires, mais elle pose tout simplement la question, puisqu'on parle de nourrir nos populations, c'est qu'on pourrait penser que des prix très bas apportent des réponses aux populations les plus pauvres, et ce n'est pas vrai. C'est l'inverse. Parce qu'elles tuent les agricultures locales, et à l'inverse, des prix très élevés condamnent quasiment ces mêmes populations à la difficulté à se nourrir, aux difficultés à se nourrir. Donc, sur un plan purement, je dirais, d'approche politique mondiale, c'est un vrai sujet. Et je pense que tout le travail qu'on a fait à l'occasion du G20, présidé par la France, de pousser la gouvernance mondiale, c'est-à-dire nos principaux chefs d'État et de gouvernement, à s'intéresser à cette question de l'équilibre des marchés de matières premières est un sujet majeur. Alors, c'est un parce sujet majeur. qu'il faut vraiment qu'on ne laisse pas faire l'instabilité des marchés agricoles. Alors, on se souvient, hein, le débat a été posé, ça a été vraiment, à l'époque, retentissement, relais dans les médias. On en est où? Est-ce que l'idée, quand même, fait son chemin? Oui. Oui, quelques elle informations. fait son chemin. Je me rends compte que, finalement, nos grands dirigeants du monde, il n'y a pas de gouvernance mondiale, en réalité. Et encore moins, peut-être même, sur ces sujets des marchés agricoles et alimentaires, alors que ça devrait être le sujet principal. Tout le monde s'accorde à dire que le chacun pour soi ne sera pas la solution. Je pense que tout le monde a conscience, en commençant par les Américains, qu'on ne peut pas laisser faire indéfiniment des prix qui peuvent varier de 100%, à la hausse comme à la baisse. Et c'est un sujet de politique internationale. C'est donc effectivement d'actualité. Alors je vous ai vu demander la parole, Valérie Villemot, et puis peut-être, à moins que Wayne Jones would like to react right now. I think it's not surprising that in a discussion about demand and supply, the first issue on the table is prices, because it's the most important. I mean, I think the average European household maybe spends 15% of its budget on food, but many spend much higher percentages than that. And in many countries, lower income countries, it's 70 to 80%. So the price of food is one of the most important issues, I think, in the world today. And what we have seen is, I think, a new era in food prices over the last 10 years. The FAO measures food price index, and it has doubled in the last 10 years after decades of being relatively stable. In something like 160 of the 166 countries they monitor, food prices have been going up more than any other consumer expenditure. So we seem to be entering a new era of food prices, and that has people, I think, on the alert. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est déjà au niveau presque des solutions. On y reviendra sans doute. Peut-être retour arrière, Jean-Michel Lemétayer. Alors il y a quand même un certain nombre de causes, de causes externes, hein, évidemment, les causes sanitaires, les prix, les causes climatiques. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'y voir clair entre les fluctuations qui sont vraiment dues à des causes explicables réelles et le reste, les univers un peu plus flous et qui créent un petit peu ce stress et des conséquences pas toujours joyeuses? C'est vrai qu'en réfléchissant à un sujet et la question telle qu'elle est posée sur cette régulation et est-ce que notre alimentation est régulée par l'offre et la demande, m'est venu malheureusement, je dis malheureusement, spontanément, là encore par les années passées, m'est venu à l'idée de dire qu'on ne peut pas oublier non plus, et c'est aussi à l'échelle mondiale, les crises sanitaires. Et c'est terrible ces facteurs externes qui, quelquefois du jour au lendemain, vous font basculer un marché à la baisse. J'ai malheureusement en mémoire la gestion de la crise de la vache folle, hein, le SB, et puis ce qu'on a failli appeler la crise de la grippe aviaire, mais du jour au lendemain, c'est moins 10, moins 15, moins 20, moins 30% de consommation. Et c'est, dans les pays développés, pas un sujet. Parce que le consommateur, quand il va au magasin, s'il a un doute sur le sanitaire, alors que c'est ça, s'il y a un sujet sur lequel il ne veut pas avoir de soucis, c'est sur la qualité sanitaire de son alimentation. Donc, s'il y a le moindre doute sur la question sanitaire, j'allais dire, même si je prends que l'exemple d'un rayon boucherie, ben, il passe, j'allais dire, à la viande d'à côté.
Rien de plus simple, à rien l'époque, de plus facile. 96 ou 2000, la crise sur la viande bovine, eh bien, on achetait plus de volailles, on achetait plus de viande de porc. Et quand il y a eu la crise aviaire, c'est la viande de volaille qui en a souffert. Donc, vous voyez, ces éléments externes montrent à quel point, et là encore à l'échelle mondiale, il y a une nécessité de rigueur sanitaire et de l'information, Alors là, bien évidemment, du consommateur. Là, on parle de normes, il n'y a même plus besoin de gouvernance non, mais mondiale. là, Une norme, là, c'est on une se norme. dit, est-ce que mais- notre alimentation est régulée par l'offre et la demande? Là, c'est plus le sujet. C'est ça, il n'y a plus de... C'est ma sécurité dans mon assiette. C'est ça. Et alors, Et je pense que nous-mêmes, les producteurs, et dans les filières agroalimentaires, il y a une exigence de qualité sanitaire, que l'on parle du produit premier prix jusqu'au produit label, au produit d'appellation d'origine ou au produit bio, ça doit être l'exigence, j'allais dire le zéro défaut. alors, exigence de zéro défaut et des fluctuations réelles. Valérie Wilmot. Oui, sur les fluctuations du blé, donc moi je fais partie de la filière blé, donc j'appartiens à une coopérative céréalière. Ce qui est sûr, depuis 30 ans, il y a des causes variables. Il y a déjà, on a des stocks qui sont structurellement bas, hein, et l'impact climatique, en particulier la sécheresse américaine cette année, a eu des conséquences dramatiques, hein. On était à 200 € la tonne de blé au mois de mai, et là, au mois de juillet et d'août, on est à 260 et on ne sait pas à quel prix. Bon, le Matif nous donne des indications sur une remontée probable l'année prochaine. On a l'augmentation de la population mondiale, ça c'est une dimension qu'on doit prendre en compte, et surtout une évolution mondiale de la consommation. Et sur le blé, ben, l'impact il est évident, puisque le blé aujourd'hui a 3 usages, hein. Historiquement, le blé c'était pour faire du pain, l'alimentation de base. Aujourd'hui, c'est principalement pour nourrir des animaux, pardon. Et puis surtout les biocarburants, hein, qui sont une voie également de diversification du blé. On a bien sûr, et ça c'est l'élément pour moi, pour nous en tout cas, toute la filière et la Fédération de la meunerie, un élément très important depuis 2004, qui est la spéculation. C'est-à-dire que c'est une donnée nouvelle sur le marché des céréales en particulier, et des outils tels que le Matif, qui sont à la base des outils d'assurance financière, hein, d'une certaine manière, sont aujourd'hui l'objet de spéculations qui rendent nos métiers de plus en plus complexes. Juste un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, mais je l'ai lu récemment dans un rapport de la FAO, 2% des transactions sur les marchés à terme auraient un débouché physique. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, je l'ai lu dans un livre, mais vraisemblablement que la proportion aujourd'hui de spéculation financière, et ça c'est une vraie problématique, c'est une demande politique de la filière, d'avoir effectivement des actions en faveur. La Corée, je crois, a déjà engagé, hein, des actions dans ce sens, l'Allemagne également. De manière un petit peu chacun dans son coin, pas encore là à verrouiller, en tout cas, à gérer ces fluctuations. Alexander Lowe. Oui, alors je crois que sur la question de la volatilité, il faut distinguer 2 éléments. On parle à la fois de la hausse des cours des matières premières et de leur volatilité. La volatilité, elle est effectivement liée à ces flux financiers qui dépassent très largement les questions d'offres et de demande. Et d'où viennent ces flux, d'où vient cette spéculation? Il faut voir que dans le monde, il y a des excédents de liquidité absolument massifs. Excédents qui viennent d'où? Qui viennent des politiques monétaires ultra expansionnistes, des Américains, des Britanniques et également de manière un peu plus honteuse des Européens. C'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Et quand on se retrouve dans une économie mondiale où il y a très peu de supports sur lesquels on peut investir, les marchés boursiers, très peu, les marchés immobiliers, encore moins, il reste quoi? Il reste les commodités agroalimentaire, agricole, parce qu'on a toujours besoin de manger. Ça fait frémir, on est quand même d'accord. Merci pour votre constat qui est clair. Et ça, c'est un point qui est très important. Et il faut comprendre aussi que nous sommes dans une économie mondiale qui ne s'est toujours pas remise de la récession dans laquelle elle a été plongée en 2008-2009. Elle est très fragile. Donc il suffit de n'importe quel bouleversement pour faire déraper les cours dans un sens ou dans l'autre. On a eu le printemps arabe, souvenons-nous d'ailleurs que ça avait commencé pour une question alimentaire. On a effectivement la sécheresse dans le Midwest américain qui fait flamber les cours. On sent que la moindre étincelle fait bouger dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très compliqué de faire la part des choses entre ceux qui justifient une hausse
récurrente et stable dans le temps des prix. Ça, c'est une demande qui est plus forte, plus qualitative, notamment de la part des marchés émergents, et ce qui est lié, je dirais, à des dérapages incontrôlés et presque incontrôlables des marchés financiers, puisque nous sommes dans un monde, heureusement, on n'est pas en autarcie, on est dans un monde qui est globalisé. Il faut en accepter aussi les conséquences négatives et tout faire pour essayer de réguler en amont, mais c'est très très compliqué, puisqu'il faut, je dirais, des dirigeants politiques à la hauteur des défis économiques du jour, et ce n'est pas forcément le cas. À la hauteur, et puis oui, alors ça effectivement, en tout cas le message est clair. Merci pour votre franchise. On n'est pas habitué à un discours aussi limpide autour d'un travail. Jean-Michel Médé, vous voulez réagir? Oui, j'ai envie de réagir parce que c'est terrible de penser, même de constater qu'on joue avec l'alimentation de nos populations et le coût de l'alimentation de nos populations. Parce que c'est terrifiant, la financiarisation des marchés agricoles, c'est ça que ça veut dire. Et j'entends parfaitement ce qu'il dit, et on le vit. Et c'est terrible. Je ne peux pas, je ne suis pas sûr de confirmer le chiffre, mais j'ai eu aussi cette donnée. Parce que c'est vrai que beaucoup jouent avec les tonnes de blé, de maïs, de soja, sans jamais que ça aille jusqu'à l'usine d'aliments du bétail. Pourtant, j'ai expliqué dans un débat un soir sur cette question de la financiarisation des marchés des matières premières qu'à un moment donné, je suis producteur de lait et de viande bovine, ça se termine quand même dans une usine d'aliments du bétail. Le problème, c'est les 12 allers-retours sur des 12 tous ces allers-retours sur les marchés. Ouais, bien sûr. Et quelque part, on joue malgré tout avec le coût de l'alimentation de nos populations. Et moi, ça m'interpelle. J'allais dire presque que ça me choque. Hein. Et je sais que les hommes des marchés n'aiment pas quand on parle de régulation. Et pourtant, il y a une nécessité de politique de régulation des marchés des produits agricoles. Si on veut un minimum de stabilité, j'allais dire fonctionner dans un tunnel. Hein. Bien sûr qu'il y a des variations. Les marchés, c'est pas linéaire. Voilà, mais on devrait être capable de fixer un tunnel à l'intérieur desquels fonctionnent ces marchés des matières premières agricoles. Oui, Valérie Vimont. D'ailleurs, la Corée envisage de taxer les transactions financières de matières premières. Donc il y a des pays qui sont actuellement en réflexion pour offrir une meilleure transparence, ne serait-ce qu'avoir une visibilité sur les positions des acteurs financiers. Donc ça bouge en Corée, du pragmatisme de ce côté-là, avoir la visibilité sur la prise de position des acteurs des marchés financiers. Un exemple à suivre, Jean-Michel Métayer. Oui, mais reconnaissons que c'est effectivement complexe. En écoutant tout à fait l'exemple et toute cette variation du marché, notamment des céréales, il me venait 2 anecdotes. Et pour montrer la rapidité avec laquelle ça peut bouger pour des facteurs quelquefois externes. C'était en 2009, début de l'année, ça va se faire sourire, énorme manifestation des producteurs de céréales à Paris, des milliers de tracteurs, parce que le cours du blé était tellement bas que malgré les aides, ça n'allait pas passer. 2 mois après, juste avant la récolte, le marché s'est enflammé. Deuxième année, et on voit bien que ça peut jouer sur les... Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, décision d'un État, la Russie, de ne plus exporter. Donc je dis, on est en danger d'alimenter, de nourrir nous-mêmes chez nous, et on décide de freiner nos exportations, voire de les stopper. Et là, le marché s'emballe. Donc ces facteurs externes sont terribles. C'est pour ça que la régulation, je le reconnais, est compliquée, mais il faut pourtant y travailler. Et tout le paradoxe, c'est que la France a une production en termes de volume, mais surtout en termes de qualité, parce qu'on a une qualité de blé meunier de très très haut niveau mondial, qui est plutôt régulée, parce que nous avons la chance d'avoir un climat, à l'inverse du climat américain et russe ou ukrainien, plus continental, avec des variations un peu moindres par rapport à ce que peuvent vivre de ces dernières années les marchés américains et russes. Alors, régulation, effectivement, solution au niveau mondial, est-ce que des choses se placent? Où en sont, Wayne Jones, un petit peu l'état des réflexions? Maybe just it's very easy in a debate like this to focus on the negatives, and there's a lot of difficulties in the agri-food sector, but I've been working in agri-food for over 30 years, and I really think the next 10 years is one of the most positive outlooks for the sector as a whole. I mean, there's some huge challenges, but as my colleague here suggested, first of all, the agri-food sector is probably one of the most resilient sectors in financial difficulty times. And I think that's quite true because people will always eat. But looking into the future as well, I mean, what other industry can look at
you know, 2.3 billion more clients, if you will, consumers, by 2050. So there's very, very strong demand, and the outlook for prices is pretty positive. I mean, I think 10 years ago, you never would have seen a conference on agro-investment. And now you see them every month, where people managing huge funds are interested in investing in the agri-food sector. And why? Because there's returns there, but also there's gains in the growth. One of the big issues, and I think it's probably what this salon is all about, is that where the growth, where the opportunities are going to be in the next 10 to 20 years is not in Europe, it's not in North America where the populations are stable and aging, it's in the developing countries. And the big question, I think, for the agri-food sector is how does Europe and how does the North American food sector capture its share of that growing market? Because our forecast suggests that, in fact, we will not only not capture that market, but we may lose the market share we already have because of the competition. And it really makes no sense, because if you look at the basics, you know, the industry here is extremely efficient. It has all the infrastructure. It has the highest quality products in the world, and you just have to trade on that. Thank you. Oui, alors, je ne peux pas tout à fait partager l'avis de M. Jones qui dit qu'effectivement, les perspectives de croissance sont trop faibles pour l'Europe. Je pense que notamment l'industrie française a véritablement des capacités par la qualité, par l'innovation. Alors bien entendu, on a des problèmes de compétitivité, etc. Mais je crois qu'il y a une vraie patte du Made in France qui s'exporte. Malgré la crise, sachez que cette année, nos exportations de produits transformés vont augmenter quand même de 10%, ce qui n'est pas rien et qu'un excédent commercial. Ce sont des taux de croissance que bon nombre de secteurs envieraient. Aucun autre secteur ne connaît, mais hormis le luxe. Hein. Donc entre le luxe et l'agroalimentaire, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Le défi aujourd'hui, c'est effectivement la question de cette volatilité des matières premières et l'impact sur la santé financière de nos entreprises. Parce que c'est ça aussi, c'est que si on n'arrive pas à dégager des marges suffisantes, on n'ira pas à l'international, on n'innovera pas et effectivement on perdra des parts de marché par rapport à nos voisins, qu'ils soient européens ou asiatiques. Donc comment mieux la gérer? Effectivement, Mme Barth disait que le taux de marge avait baissé de 14 points, le taux de marge brute, c'est effectivement 14 points depuis la fin 2008. Depuis la fin 2008. Nous sommes aujourd'hui à 25% de taux de marge brute, ce qui est trop faible. Il faut régler ce problème-là. Ça veut dire régler le problème de la volatilité amont, qui détruit notre trésorerie, et régler en aval aussi. Encore faut-il qu'on réussisse à apaiser les relations tout au long de la filière, parce que si le consommateur est tenu complètement à l'abri du consommateur, voilà. Et s'il est tenu complètement à l'abri de ces variations-là, eh bien, quelque part, c'est le maillon au milieu qui paye la facture, et c'est l'industriel. Pour l'instant, est-ce que je me trompe si je dis que pour l'instant, le consommateur, il a été à peu près, enfin, je ne parle pas des pays émergents, parce que là, on a vu au Mexique, enfin, on y reviendra, mais en tout cas, dans nos pays industrialisés riches, pour l'instant, il n'est pas encore dans la rue avec des baïonnettes. Mais sur les 12 derniers mois, les prix à la consommation alimentaire ont progressé de 3%. C'est plus que 2% que souhaite la Banque Centrale Européenne, mais 3% par rapport à plus de 30% d'un mois sur l'autre dans les céréales, franchement, on ne peut pas trop se plaindre. C'est normal, il y a aujourd'hui une problématique de pouvoir d'achat, la consommation alimentaire même diminuera en volume cette année, c'est normal que le consommateur n'ait pas affronté plus 15, plus 20, plus 25%, mais il faut qu'il y ait un minimum de répercussions, parce que sinon, on ne fait que casser le thermomètre, et on va dire, tiens, le mur, eh bien, il est chaud. Ben oui, parce que derrière, ça brûle. Donc il faut quelque part une façon de transmettre et de donner cette habitude de la transmission au consommateur. Si on est habitué à il y a des prix qui augmentent ou qui diminuent, le consommateur est habitué, pourtant, il refuse, et d'ailleurs, c'est son distributeur qui refuse de voir les prix augmenter dans ses rayons sur certains produits, et c'est pas tenable. La baguette, c'est un produit d'appel dans les grands... en GMS, par exemple. Donc, Christine Barth. Véritablement, le carburant des entreprises, c'est la marge. C'est la marge qui va leur permettre d'innover. La marge et la trésor, ça a été évoqué, hein, reparlons-en, mais je dirais c'est le nerf de la guerre. Une entreprise sans marge, sans trésorerie, ne peut pas aborder l'innovation, ne peut pas aborder des développements à l'exportation. Et c'est aujourd'hui, si nous ne faisons rien,
toute une multitude d'entreprises qui, demain, vont disparaître et pourtant elles ont un savoir-faire, elles sont force de proposition, mais si elles n'ont pas les moyens de commercialiser au bon prix leurs produits et d'être force de proposition, c'est l'avenir d'une filière et de multitudes de PME qui demain vont disparaître. Je vais être un peu provocatrice, mais l'objet d'un débat, c'est faire aussi un peu de provocation. Tant mieux, hein. Sinon on s'endort et puis voilà. tout le monde va partir et plus personne n'écoutera les émissions de Cial Donc, TV. Je suis moi dans un risque, secteur qui est la boulangerie, par exemple. Si on prend l'exemple de la baguette, quoi de plus symbolique que la baguette, le prix de la baguette. Et on est en pleine discussion actuellement de passage de hausse de tarifs, parce que forcément il y a une limite, hein. Ça fait un certain nombre d'années qu'on n'avait pas augmenté le prix de la farine, et là on est obligé de passer des hausses, parce que les hausses, on est dans cette logique de marge et de trésorerie que vous évoquiez. Et là, on voit plusieurs attitudes. On peut se dire aussi la crise, hein, comme en Chine, à plusieurs versants. On peut voir le côté négatif, le verre à moitié vide, mais aussi le verre à moitié plein. Et finalement, ces passages de crise, de transition, c'est pour porter aussi un message un peu d'espoir, finalement, par rapport à cette variation. C'est aussi une période durant laquelle on peut se remettre en question, se dire que la baguette à 85 centimes standard qu'on avait depuis des années et des années, finalement, pour le boulanger de base, par exemple, c'est de s'ouvrir sur le street fooding, la restauration, voilà. Et de se dire finalement, il y a peut-être d'autres voies, d'autres marchés que je n'ai pas explorés et sur lesquels je vais pouvoir m'engager et dégager, retrouver un mix de marge, hein, le gros mot, mais un mix de marge pour redresser. Alors, c'est de la provocation, parce qu'il y a aussi tout le reste, en tout et cas, le core business. C'est aussi un facteur. Hein, il y a tout le core business à gérer. Consommation. Je savais que c'était de la provocation, mais c'est une façon aussi de se dire ces moments-là, c'est des moments de réflexion, de rebond, qui nous permettent peut-être aussi de construire les modèles économiques et de revoir nos modèles économiques de demain. Valeur ajoutée. Jean-Michel Lemétayer, oui. Alors, je vous ai vu évidemment spontanément Oui, réagir. parce que bien sûr qu'il y a toujours des solutions pour, je dirais, de diversification et de retrouver des possibilités de marge. Mais sur, je dirais, l'essentiel des métiers, si on et je ne voudrais pas accuser la grande distribution, enfin la distribution, la GMS, elles ne sont pas là. Donc, elles ne vont pas pouvoir se défendre, donc on va la faire soft, n'est-ce pas? Mais ceci étant, quand même, si à un moment donné, dans nos filières qui vont du producteur jusqu'à la distribution, il n'y a pas la traduction de cette volatilité dont nous parlons à cette table ronde, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Parce que, à un moment donné, et je pense qu'on peut en parler et réciproquement pour au moins nous, soit c'est le producteur qui paye la note, soit c'est l'industriel, en tout cas l'entreprise, et très souvent d'ailleurs les PME, qui sont entre le producteur et la distribution. Et pourquoi? selon les Parce cas, que les marges font de selon l'accordéon, le type de marché, et l'exemple des céréales en est un, marché mondial, là ça s'impose à tous. Donc c'est l'industriel qui effectivement, au milieu du gué, s'il n'a pas la capacité à répercuter en aval et auprès de la distribution, va forcément en faire les frais. Et finalement, qui en fait les frais au-delà de l'entreprise? Les salariés de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise. Et si c'est en amont, c'est-à-dire la profession que je représente, c'est la même chose. C'est tout simplement le devenir même et la capacité à installer des jeunes dans la profession agricole qui est posée. Parce que comment s'installer dans une profession où il n'y aurait pas de revenus? Comment s'engager à la tête d'une entreprise s'il n'y a pas, on ne dégage pas des résultats et si on n'a pas la capacité à pouvoir continuer d'investir, d'innover? La recherche et le développement, ça ne se fait pas comme ça en claquant du doigt. On est au CIAL, formidable lieu de découverte, d'innovation, hein, de travaux de nos entreprises. Eh bien, c'est le fruit de quoi? Heureusement que les entreprises gagnent de l'argent, mais il faut aussi que les producteurs en gagnent. Donc, le seul message que je veux passer, c'est que la grande distribution, les GMS comprennent qu'à un moment donné, quand il y a des fluctuations aussi importantes des matières premières, il y a forcément des conséquences et le consommateur est capable de comprendre ça. C'est tellement vrai qu'il y a au moins un secteur où la question ne se pose pas. C'est le secteur des fruits et légumes. Le marché du frais. Quand il y a rareté de l'offre de fruits et légumes, bien, tout le monde sait très bien l'été que le prix des fruits est plus cher. Et puis quand il y a pléthore d'offres, ils sont moins chers. Et le consommateur s'en a, je ne peux pas dire qu'il le prend avec plaisir, mais
il fait avec. En tout cas, il est éduqué, il y est sensible, et il y a il comprend une les choses. réactivité. Il comprend les choses. Donc, je pense qu'on doit pouvoir entrer dans cette démarche-là. Valérie Huimot, Wayne Jones, ensuite. J'abonde totalement dans votre sens, hein. C'est une expression, une demande également de nos adhérents, parce que vous l'évoquiez, des agriculteurs qui voient le prix aussi de leurs matières premières avoir de telles variations, ce n'est pas une gestion durable de leurs entreprises. Et donc une autre voie également, je parlais d'innovation parce que reprendre la main sur le consommateur, c'est une façon d'aborder le point. Une deuxième façon, c'est la contractualisation via les tunnels. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais je crois que c'est vraiment une voie d'avenir. Nous, on travaille en tout cas sur des variétés. On aura au moins 40 secondes sur le sujet, et y a ça, pas de souci. c'est un point pour moi déterminant. Très bien. Wayne Just, Jones, on Alexander the Lowe question ensuite. of food prices. I mean, in developed countries, in high-income countries, every survey I've ever seen that ranks consumers' concerns about food, they will rate taste, quality, convenience, always above price. The problem is that, frankly, we've been used to relatively cheap food. And in the future, as we start to spend more and more of our disposable income on food, which we expect will happen, then there may be some resistance to that at the cash. And that's important. Et c'est vrai qu'il y a, selon les plaques géographiques, des cultures différentes sur le prix de la nourriture. Je pense qu'en France, on est habitué, en Europe, dans certains pays d'Europe, à payer relativement cher de la nourriture de qualité, ce qui est moins vrai dans d'autres plaques géographiques. Alexander Lowe. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que la problématique du pouvoir d'achat se réglera par la question en fait, des prix alimentaires. Sauf que quand c'est entre 10 et 15% du budget des ménages, ce n'est pas ça qui explique que le pouvoir d'achat soit en berne. C'est à cause du logement, c'est peut-être à cause du carburant, des transports et de toutes les dépenses contractualisées préengagées. Dans les pays industrialisés. Dans les pays industrialisés. Hein. Bien, il faut effectivement, et je suis tout à fait d'accord, faire la part des choses entre ce qui est les marchés émergents et les marchés matures. Et je crois que là où il faut aller, c'est pas tant inflater le marché, c'est-à-dire faire augmenter les prix des produits déjà existants, mais effectivement valoriser le marché. Valoriser le marché, c'est être plus qualitatif, c'est effectivement innover, proposer des produits qui soient meilleurs avec, peut-être pour la santé, meilleurs pour le goût, meilleurs pour la praticité. Ça, c'est une façon, effectivement, pour l'industriel de composer avec cela, puisque, effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Jones, le consommateur est prêt à mettre le juste prix. Et le juste prix, ce n'est pas le prix le plus bas. Le juste prix, c'est celui qui crée de la valeur. N'oublions pas qu'en France, on a 500 000 employés dans l'industrie agroalimentaire. Ces 500 000 employés, c'est 500 000 salariés. Et sans compter également les agriculteurs, sans compter également les distributeurs. Tout le monde a intérêt à ce que le prix le plus juste soit payé. Merci. Alors, il nous reste pas énormément de temps, mais on a déjà évoqué quelques-unes des pistes, les réflexions, la coordination entre États qui avance, qui fait son chemin, des laboratoires politiques ou économiques qui sont à suivre. J'aimerais que dans les 10 dernières minutes qui nous restent, nous puissions approfondir. Vous parliez de pistes, de solutions, etc. Alors, pour synthétiser un petit peu nos débats, quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'il faut faire? On en a déjà évoqué certaines. Est-ce qu'on peut refixer un petit peu le cahier des charges idéal? Alors, je ne vais pas dire dans un monde idéal, mais en tout cas dans un monde pragmatique, de ce qu'il faudrait faire. Et profitons de la tribune qui est le CIAL et de la présence d'acteurs mondiaux ici même à Paris pour créer ces bonnes connexions et les mettre en œuvre. Christine Barr. Face à cette volatilité des matières premières, et on disait ce qui importe, c'est que le consommateur paye le juste prix. Deux types d'aménagements. Je dirais des aménagements amont où il est nécessaire que les entreprises puissent mutualiser leurs achats, qu'elles se regroupent, qu'elles puissent ne pas subir des hausses de matières premières comme ça de manière sporadique, extrêmement rapidement dans le temps, mais qu'elles puissent juguler et qu'elles puissent s'adapter. Donc là, c'est tous les mécanismes de couverture sur lesquels rapidement, il faut que nos entreprises, quelle que soit la taille, et particulièrement les PME, puissent aller vite. Et ça sera un des sujets de notre séminaire du mois de novembre sur la mutualisation et la mutualisation entre PME, mais aussi mutualisation avec les distributeurs. Est-ce qu'on a la date, le lieu pour suivre justement? Du 22 au 24 novembre à Nice, avec 200 dirigeants d'entreprise et l'ensemble des enseignes de la grande distribution. Parce qu'effectivement, il y a nécessité d'adaptation, il y a nécessité de changer les modèles pour pérenniser. Et pour cela, il faut effectivement se prendre en main.
La deuxième idée, au travers de ces mécanismes de couverture et puis de ces regroupements, c'est de trouver avec nos clients des aménagements possibles, raisonnables, dans la durée, parce que effectivement, il ne faut pas que ce soit le consommateur du partenariat durable, de la planification. Voilà, du partenariat durable et aussi d'une négociation et d'une gestion qui soit raisonnable, raisonnée entre acteurs qui ont envie d'une chose, c'est effectivement de pérenniser, de développer leur chiffre d'affaires, et puis de dégager de la rentabilité pour aborder demain avec de nouveaux projets. Eh bien, merci pour ces pistes de travail, des pistes que nous suivrons avec grande attention. Et puis rendez-vous fin novembre pour les résultats de ces travaux. Suite des propositions opérationnelles et des pistes à suivre. L'ensemble, au nom de la fédération de l'association de la meunerie, hein, nous très clairement, c'est le renforcement de la surveillance et le contrôle des marchés financiers qui sont quand même au-delà des questions de stock hein, qui sont réelles hein, et de variations climatiques qui sont là depuis la nuit des temps, sont des facteurs quand même très très aggravants en particulier dans le domaine des céréales. Donc ça c'est le premier point. Et donc là je renvoie la balle aux hommes au pouvoir politique parce que là je crois vraiment il y a urgence. Il y a urgence parce que je vous rejoins totalement. L'enjeu il est bien sûr sur nos marges, la rentabilité, mais il est aussi dans tous les pays d'Afrique sur l'alimentation. Hein. Il y a des queues aujourd'hui dans les boulangeries en Afrique, il faut le savoir. Quoi. Donc, et puis que le blé ne doit pas devenir une arme alimentaire. Hein. Donc ça aussi, c'est contre les effets induits de ces régulations. On a parlé d'effets pervers, mais il y a parfois des calculs donc savants. Ça, je me sens un peu impuissante face à ça. Le deuxième point sur lequel là, je me sens plus en action, en tout cas, nous on y travaille de façon très très active sur la contractualisation. La contractualisation, mais pas sur... Alors, dans un tunnel, parce que les prix fixes, etc., bon, ça c'est de l'utopie. Hein. Il y a Michel Portier qui avait un article récemment très intéressant sur cette thématique. Dans une logique de durée, parce qu'aujourd'hui, avec nos clients industriels, c'est vrai qu'on constate qu'une réduction de plus en plus forte des contrats, ça se négocie au mois. Quoi. Non, la contractualisation, c'est de l'engagement sur des années, parce qu'il y a des années bonnes, il y a des années moyennes et il y a des années mauvaises. Et que le risque, il se lisse sur la durée. De ne pas tout gérer comme ça, vraisemblablement. Donc, comme nos anciens disaient, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est vrai aussi pour nos adhérents agriculteurs. Le jouer sans doute sur certaines variétés de blé qui ont des rendements plus faibles, mais qui sont à plus forte valeur ajoutée, en particulier pour l'innovation et pour toute la filière. Donc de jouer gagnant-gagnant sur une longue durée, c'est pas trop dans l'air du temps, mais la slow attitude, finalement, c'est un truc qui vient un petit peu. Peut-être que si on en mettait un peu dans le business... ça nous aidera à réguler un petit peu. On parle beaucoup de développement durable depuis hier à la tribune de Ciel TV et notamment de programmation, de nouveaux business models. En voici un à suivre et espérons qu'il fasse école. Alors Jean-Michel Lemétayer, votre conclusion? Je vais repartir de mes premiers propos pour considérer que une partie importante des solutions est d'abord à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que tout simplement, même le petit marché local peut être perturbé par le marché mondial. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord que vraiment, à l'échelle de la gouvernance mondiale, on se mobilise sur cette question agricole et alimentaire. Et pour se mobiliser, j'allais dire deux choses. Clairement, soutenir le développement de nos agricultures dans toutes les régions du monde. C'est plus la peine de penser qu'on va se faire, je dirais, chou gras sur une région plus pauvre et aller accélérer. Non, il faut que nous encouragions toutes nos agricultures à pouvoir se développer. Et Madame parlait à l'instant de l'Afrique. Moi, je travaille avec notamment toute la zone Afrique de l'Ouest parce qu'il y a vraiment des choses à faire. On sait tous finalement qu'on produit local, on produit pour un marché finalement local. Les premiers débouchés de ce que nous produisons en Europe est en Europe. Ce que produisent les Américains est le premier débouché d'abord aux États-Unis et ainsi de suite. Donc encourageons le développement là où c'est plus que nécessaire, ces agricultures locales, ça limitera déjà quelques variations. Et puis en plus, ça apportera quelques solutions aux pays les plus sensibles et où la population sont les plus fragiles, voire en difficulté d'alimentation. Et deuxième aspect, à l'échelle internationale, c'est de se reposer la question quand même de stock de sécurité. Vous en parliez. Finalement, l'Europe
au travers de sa politique agricole commune, jouait un rôle important. Nous avions, il y a encore quelques années, ça remonte un tout petit peu, des prix d'intervention. Et on s'aperçoit, quand on fait un bilan a posteriori, qu'on jouait le rôle de régulateur à l'échelle internationale, par nos prix d'intervention en céréales, en maïs, dans les produits laitiers, un beurre et la poudre, etc. Tout ça, chacun a considéré qu'il n'avait plus à payer pour les autres, mais je pense que nos dirigeants, à l'échelle internationale, doivent se poser la question des stocks de sécurité. Et puis si je viens ensuite à l'échelle plus locale, c'est-à-dire française et européenne, dans le cadre de nos politiques agricoles, je milite depuis longtemps, et on l'avait mis dans la dernière loi agricole au niveau français, c'est tout de même la politique de contrat, la politique de contractualisation, parce que c'est la meilleure manière, me semble-t-il, de faire en sorte que l'on régule, je dirais, nos marchés, en tout cas nos marchés locaux, entre ce que nous sommes capables de produire, nous les producteurs, la capacité à être approvisionné régulièrement de la part des entreprises agroalimentaires et finalement notre consommateur aussi, d'avoir moins de variations de ses prix, j'allais dire, dans le calife. Merci Jean-Michel Métayer d'avoir participé à ces échanges. Wayne Jones, your conclusion. Maybe just looking a little bit beyond the next couple of years, more in the medium term. I think as the other panelists have said, the food industry needs just prices, it needs returns. Without that, you won't get the supply response that we need to meet the rising demand, and you won't get the investment in the industry that we need. So higher prices are probably a good thing relative to where they've been for the last couple of decades. But I think we risk that prices could really take off, and that is a serious danger, particularly for low-income people who don't have enough to eat already. So the concern there, I think, is prices are going to go up not because there's a raging demand that we can't meet, but because the cost of producing food is going to go up. Why? Because we're running out of resources, we're running out of land, we're running out of water. Why? Because the agricultural industry will be held accountable for its environmental performance like every other industry, which means looking at carbon emissions, it looks at problems of water pollution, land degradation, they need to be resolved. So I think the key focus is the industry needs to increase its productivity in a more sustainable way. To do that, as my colleague said, you need to have finance. Last week I was at the Food Drink Europe's conference in Brussels, and they took a tally of the 300-400 participants. What was the major barrier to the food industry in terms of innovation and research and developing new products and getting into new markets? And it was finance, lack of credit. Thank you very much for taking part to this debate. Alexander Lowe, la conclusion des conclusions. Alors, je crois que je ferai court en disant que notre industrie a peut-être la mission la plus noble qui est celle de nourrir la planète entière. Je crois qu'il faut le dire. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes confrontés tout de même à la situation économique la pire depuis la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait la reconstruction. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'urgence des urgences, c'est aujourd'hui de retrouver la croissance. La croissance, c'est celle qui permettra de normaliser la situation, c'est celle-là qui permettra de régler les questions du chômage, qui permettra de régler le problème du pouvoir d'achat et qui permettra, in fine, eh bien, de lisser les effets de la volatilité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura des prix plus élevés, il y aura toujours des fluctuations. On a beau mettre toutes les régulations qu'on veut, la nature humaine est ainsi faite que, surtout en France, dès qu'il y a une loi, on fait tout pour la contourner. Bon, ben voilà. Prenons-en acte. Pour moi, l'espérance, c'est qu'on ait une croissance plus forte, plus harmonieuse, plus vertueuse au cours des prochaines années et on fera un grand pas pour régler ce problème. Alexandre, merci. Jean-Michel Métayer, il nous reste 25 secondes. Je disais simplement que la mission la plus belle, effectivement, c'est avec les producteurs. Hein, parce que je dis très souvent, je vais le mettre à une autre échelle, mais que la France est belle parce qu'elle est cultivée. Donc la planète est belle parce que les paysans la cultivent. C'est une belle conclusion et cultivons-la encore en stabilisant le plus possible les prix pour le consommateur final. Merci vraiment à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté très nombreux ici même, en direct, en public du CIAL 2012. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt à l'antenne de CIAL TV.